Magali, on a commencé à parler un petit peu de la sous-traitance. Tu as été à la source, à l'origine et dans le suivi d'un projet qui impliquait un tas de secteurs professionnels, qui s'intitulait d'ailleurs Sous-traitance responsable. Donc tu vas nous dire un peu le pourquoi d'abord cette initiative, comment elle est partie, et puis ce qu'elle a produit peut-être déjà depuis quelques mois. Alors d'où elle est partie, mais déjà je pense de ce que vous voyez affiché, hein, c'est que c'est parti d'une indignation en fait parce que des salariés qui participent, oui, c'est bon, des salariés qui participent à la même production, mais qui bien souvent ne bénéficient pas des mêmes droits, ben ça c'est pas acceptable. Alors c'est parti de là. Et puis c'est parti aussi de mon expérience passée, puisqu'avant d'être secrétaire nationale à la métallurgie à la fédération, j'étais secrétaire d'Union Métaux en Languedoc-Roussillon, et à côté du site de Marcoule, où j'avais beaucoup de copains là-dedans, et j'ai bien vu comment ça se passait dans la sous-traitance, et dans la sous-traitance nucléaire. Et, c'était assez poignant, assez révoltant quand, par exemple, moi j'y allais en tant qu'invité voir le syndicat. J'avais accès à la restauration, et puis le sous-traitant du coin, le petit sous-traitant du coin, eh n'avait pas accès à la restauration. Voilà, plein de. Ils n'avaient pas accès aux salles de repos, ils n'avaient pas accès au parking. Et voilà, tout ça, je trouvais ça assez révoltant. Et depuis des années, ça me choque, ça me gêne. Et j'ai profité de mon mandat de secrétaire national à la fédération. Maintenant, j'ai un petit pouvoir. Ben, j'ai eu celui-là d'impulser ce travail sur la sous-traitance. Et on a réussi à réfléchir avec nous à ce problème, à cette fédération de l'organisation. Donc, je trouvais le travail intéressant, et puis ça prouve bien que la sous-traitance, ça touche plein de secteurs, pas que la chimie, pas que la métallurgie, pas que les transports. Voilà. Alors pour vous situer un petit peu, la branche métallurgie, je ne vais pas vous le faire long, mais ça représente 45% des salariés. Voilà, ça vous donne de l'industrie. Donc ça vous donne un petit peu une idée du poids de notre organisation. Alors, pourquoi aussi on a réfléchi à la sous-traitance responsable? Mais parce que nous, ce qu'on veut, c'est quand même aider les militants d'entreprise qui sont confrontés à la sous-traitance dans leur entreprise ou sur leur site, pour mieux cerner les relations donneurs d'ordre sous-traitants, parce qu'on a vu que si on connaît bien, on peut agir plus facilement. Et puis pour dessiner des pistes d'action syndicale. Et c'est pas fini, hein, puisqu'on veut avoir des pistes d'action pour une sous-traitance responsable, avoir une sorte de revendicatif pour les militants d'entreprise, pour ne pas les laisser démunis, parce que dans le nucléaire, c'est quand même particulier, mais la sous-traitance, elle peut être terrible partout. Dans les services, c'est les détergents qu'ils emploient. Voilà, nous, dans le nucléaire, c'est quand même très grave, parce qu'il y a la radioactivité et les doses. Hein, voilà. Mais c'est partout que ça peut être terrible, la sous-traitance. Et un film que je vous conseille de voir si vous êtes intéressé par la sous-traitance dans le nucléaire, mais c'est Grand Central. Il est sorti en 2013. Et si vous prenez le temps de le regarder sous couvert d'une histoire d'amour, c'est aussi une histoire de sous-traitant dans le nucléaire. Grand Central, c'est un film de Rebecca Zlotowski. Voilà. Alors je fais quoi pour avancer? Là, c'est bon. Alors, la sous-traitance, on a vu que ça pouvait, enfin on a vu pas trop quand même, que ça pouvait être, elle peut être créatrice de valeur ajoutée. Et là, à ce moment-là, on parle de la sous-traitance de spécificité, c'est-à-dire quand le donneur d'ordre il fait appel à un sous-traitant pour des compétences particulières que lui n'a pas. Alors, c'est rare. Enfin, là, en principe, ça va plutôt bien. Là où ça se complique et où elle est source d'inégalité, c'est quand on fait appel à de la sous-traitance dite de capacité, où là, lorsque le donneur d'ordre a les moyens en interne, mais malgré ce, il a recours à de la sous-traitance pour réduire ses coûts, pour créer plus de flexibilité et puis transférer les risques sur le sous-traitant. Voilà. Et pour nous, bon,
c'est ça notre problème, c'est cette sous-traitance-là. Alors des inégalités, il arrive des inégalités pour les salariés. Moi, je parlerai même de vexation devant les inégalités. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand certains salariés vont au restaurant et ont droit au restaurant de l'entreprise, et puis d'autres sont obligés d'aller manger sur les bancs à côté. Enfin voilà, ça, moi je trouve ça très vexatoire. Les conditions de travail dégradées, c'est ça qui sert de variable d'ajustement. Les salariés des sous-traitants sont beaucoup plus vulnérables, ils sont plus exposés et ils sont moins protégés que les salariés des donneurs d'ordre. Pour vous donner une idée, ça c'est une donnée de 2012, mais je ne crois pas qu'elle ait beaucoup évolué, ou alors pas dans le bon sens. À EDF, le taux de fréquence d'accident, il était de 4,2% pour un salarié de donneur d'ordre, et il était de 2,7% pour le salarié du donneur d'ordre et 4,2% pour le salarié sous-traitant. Donc on voit bien quand même que c'est pas tout à fait pareil. Il y a des risques sur l'emploi. Les risques sur l'emploi, c'est parce qu'il y a beaucoup de contrats précaires. C'est des ruptures de contrats. Et en plus, on l'a un petit peu entendu tout à l'heure avec Pascal quand il parlait des achats, les donneurs d'ordre souvent changent de sous-traitants justement pour tirer encore plus de bénéfices et faire marcher la concurrence. Et pour nous, ces difficultés d'implication et de rentrer dedans, d'implication et d'implantation syndicale. Il y a trop de turnover, donc souvent on forme des militants et puis paf, le donneur d'ordre change de sous-traitant, on perd tout, avec en plus, ça peut être des drames sociaux, puisque les sous-traitants perdent leur boulot. Voilà. Et ils sont très isolés. Et puis on voit bien que nous, en tant que syndicalistes, on est confrontés aussi à, au manque de solidarité des salariés entre eux, des salariés du donneur d'ordre pour le sous-traitant, puis même aussi des syndicats qui ne sont pas du tout solidaires, qui ne comprennent pas, qui défendent leur beefsteak dans l'entreprise et pas celui du sous-traitant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, les actions syndicales, quelles peuvent être Là, je vais vous parler sur site, parce que c'est beaucoup plus compliqué encore quand on n'est pas sur site. Là, je vous parle d'une sous-traitance sur site, comme par exemple sur le site de Marcoule, parce que tout est regroupé. Alors là, nous, ce qu'on peut... Et puis c'est plus facile parce que les gens se voient, ils se croisent. Donc on arrive à parler avec les militants, avec les salariés des sous-traitants. Alors ce qu'on peut faire, on peut interpeller les directions lors des réunions des instances représentatives du personnel pour leur rappeler leurs obligations et les responsabilités sociales et environnementales. On peut aussi étendre les missions du CHSCT, du donneur d'ordre, sur les périmètres où travaillent les sous-traitants. Alors ça, c'est important à le souligner, surtout dans la période. Je ne sais pas ce qu'ils se disent à Antenne 2 ce soir, mais bon, c'est quand même une directive européenne qui nous le permet de juin 89. Donc c'est important de le souligner. Après, on peut faire de la prévention. Ça peut être de la prévention assez simple sur les EPI, les équipements de protection individuelle. Ça peut être pour qu'ils soient distribués partout. Ce n'est pas le cas. Par exemple, que les salles de repos elles soient ouvertes à tous. Mais après, il y a aussi des moments plus graves où on est obligé de faire arrêter les chantiers. Et je me rappelle d'un petit collègue qui s'était fait élitroyer parce que lui, il travaillait juste dans un chantier clos. Et c'est encore plus difficile. Et il était tombé sur un fer qui était peut-être contaminé. Donc voilà, c'est toujours assez spectaculaire dans le nucléaire. Ça fait peur. Ils ne vendent pas des petits pains et c'est vrai que c'est important. Donc là, on est vraiment confronté à des situations terribles. Ils avaient découvert aussi que le CEA faisait venir pour le compte d'un chantier une entreprise du BTP qui faisait rentrer des cars, des bus remplis de capverdiens et qui travaillaient bien sûr dans des conditions totalement dégueulasses et déplorables. Voilà. Bon, ça c'est des situations que l'on rencontre.
Ce qui est très compliqué à gérer pour nous en tant que syndicalistes, ce sont les écarts de statut et les écarts de rémunération. C'est mal vécu, c'est pas normal, c'est indignant. Et alors, nous, on est dans une approche défensive. On n'est pas là en essayant de faire du mieux, c'est que là, on est vraiment dans le défensif, dans le droit. Au-delà de la question du rôle d'ailleurs du syndicaliste, sur la question de la valorisation, tout simplement économique, de tous ces impacts, on prend l'exemple finalement des écarts de statut de rémunération. C'est-à-dire que vous avez quand même un certain nombre d'éléments chiffrés qui vous permettent de le révéler. Enfin, je reviens un peu sur l'exposé de Christophe, parce qu'à un moment donné, il faut rendre ça visible. Il faut rendre ça visible, oui, pardon, excuse-moi, Jacotte, mais je vais lui redonner tout de suite la parole. Mais enfin, le travail, c'est aussi à travers peut-être d'ailleurs les experts avec qui vous pouvez travailler, via peut-être les comités d'entreprise, les bases d'informations qui sont à votre disposition, mais comment vous arrivez finalement à chiffrer quelque part un peu tout cela, quoi. Alors, merci Jean-Paul. Alors chiffrer, ben, en fait, on le voit justement parce que comme c'est sur un même site, on réunit les salariés des sous-traitants et les salariés des donneurs d'ordre. Et là, bon, ben, on échange les militants parce qu'on arrive à rentrer, à s'infiltrer dans les sous-traitants. On crée une section et automatiquement, il y a des échanges. Donc, on sait très bien que les sous-traitants sont moins bien payés, moins bien protégés. Ils n'ont pas le même suivi médical. Et c'est pour ça que lors des réunions des instances représentatives, on arrive à obliger, à rappeler aux employeurs leurs obligations. Voilà. Mais c'est pas facile. Après, on a d'autres. On a aussi dans le nucléaire, c'est issu du comité stratégique du nucléaire, on a un cahier des charges, un cahier des charges sociales. Donc ça, c'est un appui pour nous en tant que militants. On veille à ce qu'il soit respecté. Ça aussi, ça peut être un biais. En fait, ce que nous, on insiste beaucoup, c'est qu'il faut limiter la sous-traitance. Il ne faut pas une sous-traitance en cascade, parce que c'est de pire en pire. On a des sous-traitants qui exploitent les sous-traitants, qui exploitent les sous-traitants. Donc voilà. Ça, après, c'est même pour nous, c'est impossible à travailler syndicalement, correctement, comme ça. Alors, vous l'avez vu, il y a des situations difficiles à gérer. Pour nous, les syndicalistes, mais pas que, parce que aussi pour l'encadrement. Quand l'organisation de la sous-traitance, elle repose sur la flexibilité, la baisse des coûts, l'externalisation des risques, ben les cadres, en fait, ils sont témoins de tout ça. Et ils sont souvent impuissants. Ils ont... donc, alors là, on peut parler après de cadres qui font des burn-out. Voilà, on est confronté à ça aussi. Les cadres... syndical ou pas, hein, je veux dire, syndiqués ou pas, je veux dire, ce sont des êtres humains et eux, ils le voient. Voilà. D'ailleurs, précisons que la CFDT a fait une grande enquête, hein, l'enquête Parlons Travail qui est sortie, et justement dans cette enquête, elle fait ressortir que 70% des répondants cadres disent souffrir d'un manque d'autonomie et d'une marge de manœuvre faible. Là, en l'occurrence, nous, on l'a constaté. Ils sont impuissants souvent. Comment j'ai fait mes papiers parce que j'ai oublié mes lunettes de loin. Comment rééquilibrer la relation donneur d'ordre sous-traitant? En fait, on a le devoir de vigilance, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est la nouvelle loi sur le devoir de vigilance du 21 février 2017 qui oblige les entreprises, alors elles ne sont pas nombreuses, elles ne sont que 150, hein, mais à mettre en œuvre un plan de vigilance. Alors ça ne touche pas toutes les entreprises, mais nous, ça nous donne des idées en tant que syndicalistes, hein. Donc ces plans, ils doivent être élaborés avec les parties prenantes qui devront s'assurer que les sous-traitants pratiquent des rémunérations justes et des horaires de travail décents et ont des conditions correctes de sécurité, qu'ils respectent le droit local en matière syndicale et qu'ils ont des procédures pour lutter contre la corruption. Enfin, donc tout ça, c'est quand même intéressant, cette nouvelle loi, même si elle touche en obligation que 150 entreprises, ça n'empêche pas les autres de le mettre en place, hein, ce n'est pas une interdiction, hein. Voilà. Après, on peut améliorer aussi le dialogue social par le biais de l'ABDES, la base de données unique. C'est la loi Rebsamen qui
qui a instauré ça et qui renforce la qualité de l'information des instances représentatives du personnel. Alors là aussi, ça nous permet, nous, d'avoir, de peser, de vérifier. Enfin, cette base de données, une fois qu'elle sera, parce que pour l'instant, c'est pas, même si on en est encore un petit peu au balbutiement, mais une fois que ça rentrera dans les mœurs, ça sera une mine d'informations pour nous, les syndicats. Après, on a la présence de représentants du personnel dans les conseils d'administration. Mais ça c'est si la stratégie de l'entreprise se définit au niveau du CA, autrement, bon, voilà. Les informations, consultations obligatoires du comité entreprise, qui se font maintenant en 3 temps, hein, ça c'est la loi Rebsamen toujours, dont le premier temps concerne les orientations stratégiques et leurs conséquences, ce qui permet toujours aux instances représentatives du personnel d'aborder les questions de sous-traitance avec l'employeur. Donc ça aussi, c'est un biais par lequel on peut rentrer. Et puis on peut essayer de négocier des accords de sous-traitance responsables avec des dispositions comme le respect des droits des salariés, des sous-traitants, le suivi médical, parce qu'ils n'ont vraiment pas du tout le même suivi médical. Alors dans le nucléaire, ça pose de sacrés problèmes. Des garanties sur la reconnaissance de la pénibilité. Enfin voilà, on peut instaurer, on peut faire preuve d'imagination et demander plein de choses. À défaut de ces accords, on peut aussi proposer l'intégration de clauses sociales et responsables dans les accords commerciaux. Donc la RSE, dans le processus des achats, avec la norme internationale en matière d'achat, c'est ISO 20400. C'est ça 20400. Il me reste 2 à 3 minutes. J'ai fini après. Voilà. Oui, et puis là, le rôle des syndicats, il est important parce qu'on a un rôle à jouer sur le choix des critères et le suivi des achats responsables. Mais en fait, pour nous, la solution, elle est vraiment dans le long terme. Parce qu'avec la sous-traitance, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de se retourner. Il y a un turnover incessant. Et si ça dure que quelques mois, ça peut pas fonctionner. Donc, il nous faut avoir des engagements sur le long terme, au minimum 3 ans, pour qu'on puisse, nous, agir correctement, stabiliser, rentrer dans les sous-traitants et avoir une stratégie efficace. Et puis aussi avoir une collaboration, parce que ce qui manque, c'est la collaboration entre le sous-traitant et le donneur d'ordre dans la conception des produits. Voilà. Alors là, voilà, donc il faut que cette collaboration, par contre, on ne peut pas, pour que ce soit efficace, il ne faut pas de sous-traitants en cascade. Et puis, il faut de l'encadrement, des cadres qui sont formés, qui sont écoutés, valorisés, enfin voilà. Donc, tous ceux qui ne sont pas forcément... Et puis, il faut la coopération comme clé, hein, c'est ça en fait. Hein, donc, qu'on soit sur un site, un bassin d'emploi ou un territoire, on se rend compte que le recours à la sous-traitance efface toutes les frontières de l'entreprise. Et nous, on doit s'adapter à ça parce que c'est pas ça, c'est pas tous les jours, quoi. Et il faut qu'on fasse du cousu humain en fait. Hein. On ne peut pas faire comme dans toutes les entreprises. Il faut s'adapter à chaque problème et à chaque réalité. Alors la loi travail, elle donne la possibilité de négocier des accords inter-entreprises. Donc ça aussi pour nous c'est intéressant. On peut mutualiser les moyens, on peut mettre une commission de suivi de l'accord. Enfin, là aussi on a des moyens d'agir. Mais plus pour les syndicats, il est clair que ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est de créer une coordination CFDT de sites. Et là, donneur d'ordre, sous-traitant, on arrive à travailler ensemble, on crée du lien, de la solidarité, parce qu'en fait, elle ne se décrète pas, hein, il faut la créer, parce qu'on voit bien que chacun regarde son intérêt, souvent. Voilà. Et puis après, il est important que les revendications syndicales s'articulent entre le territoire et la filière quand elle existe. Voilà. Et on peut négocier des accords interbranches couvrant tous les salariés de la filière. Bon, ça, c'est souvent dans les rêves, mais c'est comme ça qu'on devrait faire et c'est ça qu'on veut arriver à mettre.
en place. Voilà. Donc, en conclusion, il faut de la régulation. Et il faut trouver des coopérations à tous les niveaux. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Magali. Tu disais rêve. On sera en Allemagne, on ne parle pas de rêve. Hein. Je veux dire, lorsqu'on est sur des filières d'activité, moi j'entends encore alors c'était pas avec l'Observatoire, mais un patron allemand disant surtout ne jamais tuer un sous-traitant. Il fait partie quelque part de la chaîne de valeur. Et donc ils ont une approche au niveau des filières qui a sans doute, au moins pour partie, permis, en tous les cas, ou contribué à faire émerger aussi un certain nombre d'entreprises de taille. Voilà, tu parlais de regroupement, on parlait de regroupement tout à l'heure, mais ils ont eu la même approche sur les territoires. Hein, je veux dire, de toute façon. Et alors ça, c'est vrai qu'en France, la seule expérience un peu significative, moi que j'ai connue, c'est dans une région que je connais bien, mais c'est sur le bassin d'emploi de Saint-Nazaire. Où là, effectivement, je veux dire, on a STX, mais alors les sous-traitants, ils sont évidemment nombreux, ils étaient aussi en cascade. Donc avoir quelque part un vrai dialogue professionnel de site, y compris en impliquant les cadres et les managers, le seul problème, c'est qu'il n'y avait qu'une seule organisation qui l'a porté. C'était très 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 compliqué, effectivement, d'aller sur ce terrain-là. Voilà, donc pour dire, chez nous, ça paraît parfois très compliqué. Il y a des pays où il ne se posent pas toutes ces questions et le jeu collectif au niveau d'un territoire ou le jeu collectif au niveau d'une filière, c'est un construit et c'est un construit permanent. Donc on a des progrès à faire dans ce domaine-là.